Swag. Nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour avec Mr. Rust pour finalement c'était une... Est-ce que c'était une question? Je ne sais même plus si c'était une question, mais qui va rester champion ou qui va perdre sa ceinture plutôt cette année? Alors on va commencer par la catégorie reine, la catégorie heavyweight. Daniel Cormier, champion, qui doit prendre sa retraite en mars. Déjà là, on va pouvoir éclaircir cette petite interrogation. Donc Daniel Cormier a dit qu'il allait partir en mars, puisqu'il fête ses 40 ans en mars. Sauf que l'UFC 235 en mars, c'est John Jones qui combat contre Anthony Smith. Alors, est-ce qu'il y a anguille sous roche? Est-ce qu'on se fout de notre gueule? Moi, je pense que oui. Je pense que DC va combattre, du coup, après son 40e anniversaire. On se dirige de plus en plus vers... Il n'y a pas le choix. Hein. Ouais, exactement. Parce que, Brock Lesnar, ça perd d'avancer des masses. Pas des masses. Miocic, personne n'a l'air de le vouloir. Et voilà. Donc, John Jones, c'était ça. Ouais. Alors, est-ce que tu penses qu'il va perdre sa ceinture? Parce qu'il y aurait peut-être John Jones qui, moi... Peut-être John Jones, je sais pas. Là, avec tout ce qui s'est passé après l'UFC 239, je ne suis pas pour l'instant convaincu à 100% que John Jones ait envie de DC en heavyweight. Il y a toujours le spectre de Kane, Francis Ngannou, mais là aussi, en fait, on a vraiment l'impression que tout le monde attend le dernier combat de DC pour ensuite se dire qu'est-ce qu'on va faire. Et donc toi, est-ce que tu penses que 1, DC va combattre à nouveau, 2, contre qui va-t-il combattre? Qui va combattre à nouveau, ça c'est sûr et certain. Mais contre qui? John Jones, ça a l'air de se préciser. Hein. En plus, les deux, ils font un peu de la traite. On traite une vache. Bien de traite. Ouais. Ils le traitent, quoi, ils le milk. Donc, ils sont en train de commencer à dire John Jones, moi je monterai pas en heavyweight. Daniel Cormier qui commence à dire que moi ça m'intéresse plus, trucs comme ça. Grosso modo, ils font du bullshit pour qu'on s'intéresse de plus en plus au combat. Donc on se dirige quand même vers ce qui fait le plus de sens sportivement et puis le plus de sens au niveau business, hein, on va pas se le cacher aussi. Parce qu'on veut un nouveau champ. Ah. N'empêche que pour le coup de toute façon John Jones ici il devient champ. Bon là il est déjà considéré comme un des meilleurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur de tous les temps. S'il devient champ, tout le monde est champ en ce moment. Et comme ça d'ailleurs on fait la transition sur le champion light heavyweight, on est d'accord que ça ne bouge pas? Je pense pas, non, je vois mal. Il y a quand même Rockhold, hein. Attention ma princesse. Oh là là, il nous fait peur Rockhold. Hein. Il nous fait vraiment peur, donc on voit des vidéos de sparring de Rockhold. C'est peut-être des vidéos de fin de sparring où il est sur les lactiques, on n'en sait rien. Mais ça rassure pas. Mais surtout qu'en plus, moi, ce qui me rassure pas là-dedans, c'est que c'est lui qui poste ça sur ses réseaux sociaux. Donc, il est en mode ça, c'est moi, ça. Ouais. Ça, c'est ce que je peux poster de mieux. Et moi, ça me fait peur. Je me dis, ok. Ouais. Bon. Il est pas rassurant, Rockhold. En plus, il y a ça, c'est une autre partie du game. Mais Rockhold ne m'impressionne pas par sa manière de prendre du recul par rapport aux choses, par sa manière d'analyser ce qu'il est en train de faire, sa carrière, où il en est, etc. Il me fait un petit peu peur. Donc, on n'a pas vu une performance vraiment convaincante de Rockhold depuis un petit bout de temps quand même. Depuis sa victoire contre Chris Weidman. Ouais, et puis ça remonte quand même. 2015, 2015, ça fait 4 piges. Ouais. Donc Rockhold, voilà, si Rockhold est vraiment celui qu'on attendait comme le Messi pour battre John Jones, je pense qu'on va déchanter. Exactement. Mais surtout, en plus, moi, ce qui m'inquiète le plus, petite parenthèse, on fait des parenthèses sur on aime les parenthèses. Sur Rockhold, c'est que comme le mec a ce statut quand même de star, il va forcément tomber contre un gros client. Ouais. Et s'ils le mettent, on parlait de ça précédemment, contre un Gustafsson, ce sera cool pour Gustafsson parce que ça le remettra sur les rails, mais c'est vrai que le pauvre Luke Rockhold, là tu l'enterres parce que contre Gustafsson, je pense que c'est KO en boxe et puis deuxième round, je pense. Ouais, stylistiquement, je crois qu'on peut pas faire vraiment pire pour Rockhold que Gustafsson, un mec qui est très évasif, extrêmement mobile, qui a une super anglaise, qui est précis. Je vois mal les kicks de Rockhold ou les déplacements de Rockhold faire quoi que ce soit contre un mec comme Gustafsson. Donc en fait, vraiment, on est en train de se demander contre qui Rockhold pourrait briller en fait en light heavyweight. Maintenant, j'en suis presque à me dire qu'il peut briller presque Glover contre... Teixeira. Exactement. C'est celui que j'avais en tête. Ouais. Mais c'est chaud quand même. C'est chaud. Donc voilà, si on doit en revenir au champion John Jones, qui a donc battu Gustafsson, le Cormier étant heavyweight. Il n'y a plus personne, ça peut que être donc pour lui finalement une montée qui soit intéressante parce que il y a le combat qui arrive, on est d'accord, contre Anthony Smith. Sauf que ce combat-là, sauf si la sueur se trompe, ça devrait être d'une violence rare. Parce qu'en plus, John Jones est motivé à l'idée de ce combat-là. Donc je pense qu'il y aura clairement une casse d'écart après Anthony Smith. Et si vous vous dites, mais après Anthony Smith,
Spears. Il y a Corey Anderson, là aussi. Il durera plus longtemps. Il durera un petit peu plus longtemps. Ouais, il est un peu pense. plus durable. Mais voilà. Mais voilà, maintenant, donc, qu'est-ce qu'on attend? Il y a quelques jeunes qui arrivent, il y a Dominique Reyes qui arrive, il y a des mecs même genre Ayon Couté là-bas, ou alors même des Darko. Oui, ouais, tout à fait. Oui, le croate, le qui mec arrive, issu de la team Crocop là, qui est flippant, mais qui n'a pas les armes pour rivaliser avec un John Pas Jones. encore, enfin, c'est dans 2-3 ans. C'est dans 2-3 ans, donc voilà, soit on va mettre la nouvelle garde et on va avoir des effets genre Yair Rodriguez contre Frankie Edgar et ça va faire mal. C'est trop tôt, je pense. Ouais. Donc en attendant, on n'a plus vraiment de milieu de classement. On va quand même pas mettre Shogun Rua contre John Jones. Enfin, ça suffit. Il faut qu'Anthony Johnson revienne. Voilà, donc c'est ça. C'est le seul. ça qu'on veut, putain. Que tout le monde veut, même John Jones, je suis sur le. Tout le monde le veut. Mais, et d'ailleurs, c'est Josh Thompson qui a dit ça, qui est maintenant un insider, et qui a dit que le problème c'est que Johnson est chaud pour revenir, donc Rumble est chaud pour revenir, mais la seule chose qui le maintient hors de la cage, c'est qu'en fait lui il veut 1 million pour son tour, ce qui est pas scandaleux. Bah, non, pour ce qu'il apporte. Exactement, mais sauf que l'UFC veut pour l'instant pas lâcher le million. Et donc, ça m'aurait étonné. Donc il combat pas. Et c'est dommage parce que vraiment, après peut-être que ça pourrait arriver, je pense, avant la fin de l'année, mais s'il n'y a pas de Rumble dans cette catégorie-là, il n'y a aucun combat qui à l'heure actuelle nous fait envie, parce que même aujourd'hui, hein, même si Gustafsson enchaîne 2 victoires, moi j'ai pas envie de voir une trilogie. Moi non plus, parce que autant le premier c'était tendu, il y avait un très beau combat, c'était serré, mais voilà, il y avait cette histoire de John Jones s'est pas entraîné, quoi qu'il en soit c'était serré. Là, la revanche, tu peux pas faire plus dominant que ça. C'est-à-dire que dans tous les aspects du jeu, il s'est fait démolir. Et certes, ça s'est fini au 3e round, mais il n'a pas été touché, John Jones. Ouais, John Jones n'a pas été touché et Gustafsson n'a pas existé. Exactement. Donc on veut plus revoir ça. Même Gustafsson l'a dit, je pouvais juste rien faire. Ouais. Donc quand t'es mystifié comme ça, et quand tu dis ça en plus, oui, et quand tu dis ça, c'est shutdown, bon. Voilà. D'accord. Et c'est donc d'ailleurs Gustafsson, John Jones a tellement dominé et détruit Gustafsson que Gustafsson maintenant visiblement il a demandé à Londres Corey Anderson pour faire. Il va faire de la représentation, exactement. Je pense prendre sa retraite dans pas très longtemps. Donc ouais, John Jones, il monte. Alors d'ici, est-ce qu'il gagne contre DC? Et bah là moi je suis vraiment 50-50 parce que vraiment le deuxième combat, moi ça m'a je me dis, ce même DC qui fait le deuxième combat, qui coince John Jones contre la cage comme ça en anglaise, et qui là il y a le mouthpiece qui était parti, la même chose avec ce DC qui a 30% de puissance en plus. Tu vois? Ouais. Franchement, parce qu'au mine de rien, avant le KO, il était très bon. On peut même faire l'argument qu'il gagnait le combat. Ouais, donc, exactement. DC contre John Jones, ça reste un vrai blockbuster, tant sportivement que sur le plan de business. Donc c'est clair qu'on veut le voir. Attends, il est invaincu en plus du coup en heavyweight, toujours. Oui, toujours. Voilà, il est toujours invaincu en heavyweight. C'est ce que tout le monde veut voir. Et clairement, c'est vrai que ce sera vraiment, vraiment 50-50 au niveau des chances de chacun. Donc, en fait, c'est ça. Il reste plus que ça pour John Jones. Et puis, on veut le voir. Ça aussi, c'est. Pour une fois, c'est une trilogie où certes, il y a un mec qui a gagné les 2 premiers combats, mais là, ça changerait complètement la donne. Et puis, tu auras en plus ce côté, autant de risques. Et puis, si en plus, il y a la petite pastille. Dernier combat de Cormier. Cormier qui se dit, j'ai envie de partir sur une belle note. John Jones qui se dit, j'ai envie d'enterrer Cormier. Enfin. C'est vrai que c'est un des rares combats, là, depuis ces derniers temps, où. On a vraiment une attente de ce truc-là. Maintenant, même historiquement, c'est une bataille pour... pour le statut de meilleur de tous les temps, c'est quand même pas mal. Du sport, non, c'est vrai que c'est un truc de dingue. Bien, maintenant, on va passer au champion middleweight. Donc, Robert Whittaker, est-ce qu'il peut perdre sa ceinture avant la fin de l'année? Moi, j'ai envie de dire oui. J'ai peur pour Whittaker. Moi, en fait, c'est plus j'ai peur, en fait, que les dommages pris, plus... toutes les blessures qu'il a finissent en fait par prendre le pas sur lui. Et contre Gastelum, même si moi je le mets clairement, pour moi c'est le meilleur combattant, il doit normalement gagner contre Gastelum, mais j'ai peur, tu vois, qu'une petite combi en boxe, ça sonne la fin. Ça peut, alors après, heureusement, Whittaker, en plus d'être hyper complet, il a une tête qui peut encaisser. Je crois que on l'a vu contre Romero, il peut encaisser. Je suis d'accord, c'est vrai que d'un autre côté, il y a un côté cheval de guerre. Il y a un côté, là, il est vraiment, les derniers combats, il a tellement pris que ça peut avoir vraiment un effet de déjà. 10 rounds contre Romero. 10 rounds contre Romero. En plus, 10 rounds contre Romero, déjà. Ah, mais c'est pire que 3 paquets de clopes par jour pendant 10 piges. C'est vraiment terrifiant. D'ailleurs, c'est même un des trucs où la raison pour laquelle est blessé Whittaker en ce moment, c'est des blessures qu'il a contractées
pendant Oui, le combat. oui, c'est ça, ouais. Ça, en fait, Et même mine lors de du rien. premier combat précédent, c'était la même chose. Hein. Et ça, c'est. En fait, on dirait que. On a l'impression que du coup, les sports de combat, et particulièrement le MMA, c'est là où toutes les blessures sont contractées parce que c'est un sport où il peut se passer énormément de choses, striking, la lutte, etc. En fait, la plupart des blessures se font pendant l'entraînement. C'est finalement relativement rare d'avoir des blessures qui sont en combat. Mais contre Romero, c'est pas pareil. Le mec est vraiment. Mais il est connu pour ça. C'est vraiment un dinosaure, tu sais, genre ceux qui ont les plaques de tous les côtés qui sortent là, tu peux rien faire, tu peux pas le toucher en fait, sans te faire mal toi-même. Et c'est ce qui se passe, et en fait, ouais, vraiment, tu tapes dans un rocher quand tu tapes contre Romero, et c'est à se demander du coup si, avec ces deux guerres, on verra encore une fois le même Whittaker. Et c'est vrai que c'est une vraie question. Là, il va tomber contre du coup Gastelum, qui lui est vraiment. Il a encore tout à prouver, il n'est pas devenu champion, il a encore cette fin, il a encore. Je pense qu'effectivement, ça va être un passage de flambeau. Personnellement, je mets quand même Whittaker parce que je pense qu'il y a encore un gap au niveau technique qui Après, favorise. ce qui me fait peur, c'est que je pense que le combat en plus se déroulera principalement debout, tu vois. Oui, je pense. Entre les deux. Et c'est pour ça aussi que je me dis, il y a quand même beaucoup de chances que notre cher Gastelum fasse des dommages. Ouais, et en ça, fait, tu vois. Et pour même abonder dans ton sens, je dirais que donc je pense pas qu'il perdra sa ceinture contre Gastelum. Ouais. En revanche, je le vois bien la perdre contre Adesanya. Voilà, plus tard dans l'année. Oui, c'est ça aussi parce que parce que l'année est longue, hein, et donc il fait sa première défense en février à Melbourne contre Kelvin Gastelum, et s'il est pas blessé, normalement il combat au moins une autre fois dans l'année ou peut-être deux. Et cette division middleweight, contrairement à la division light heavyweight, c'est pas ce côté tu affrontes Gastelum et puis après t'es sauvé. Non. T'as tueur à gage sur tueur à gage sur tueur à gage. Donc ça veut dire qu'après, il se tape si Adesanya gagne contre Anderson Silva, normalement, ça devrait le faire. Walk in the park. Donc normalement, ensuite c'est Adesanya. Déjà t'as ça qui est compliqué, et si après c'est pas Adesanya, t'as un autre mec, Borrachina. Mais oui, t'as Borrachina, t'as peut-être même éventuellement, je sais pas s'ils pourront la faire, une trilogie contre Romero. T'as Chris Weidman qui avait quand même battu Gastelum et qui il est toujours à 2 combats de la vie. Même une revanche aussi contre Jacare Souza. C'est tout le temps du monde. Ouais, c'est vraiment. Donc, et puis c'est vrai qu'aussi la différence. Enfin, pour moi, ce qui fait que c'est un peu compliqué pour Whittaker, on en parlait précédemment, c'est que dans ces combats, le dernier c'était Jacare Souza où il s'était baladé, mais sinon ces 2 combats contre Romero c'était disputé. Donc t'as pas ce côté, le gars prend pas de dommages non plus, donc bon, un peu tendu sur la durée. Complètement. Et donc je suis absolument d'accord. Et donc année très difficile, je pense. Mais pour n'importe quel mec qui serait champion middleweight. Ouais, voilà, c'est déjà extraordinaire ce qu'il arrive à faire en étant champion dans cette division. C'est juste que là, je pense que si jamais, donc en plus il combat tôt dans l'année, comme tu l'as dit, Gastelum, il va donc forcément, je pense, même s'il se blesse, ça lui laisse quand même 10 mois pour recombattre dans l'année. Donc il va combattre minimum 2 fois, je pense. Je pense que la deuxième ou la troisième sera la bonne. Il va prendre des snipers, mais soit des snipers comme Adesanya, soit des mammouths, des Borrachina. Enfin, vraiment, faut être prêt pour la guerre, quoi. Le mec était prêt à prendre Romero, genre comme ça. Voilà, t'es quand même pas sur des êtres humains normaux, tu vois. Non. Ah, c'est chaud. Dur. Donc voilà, le premier finalement là qui pourrait perdre sa ceinture, Whittaker. Ensuite, on descend encore. Welterweight, Tyron Woodley, T-Wood, qui lui va défendre sa ceinture contre Kamaru Usman. Pour moi, c'est celui qui va passer une année 2019 la plus tranquille, sauf si Georges Saint-Pierre revient, parce que c'est Kamaru Usman ou Colby Covington. Ouais. Kamaru Usman, je suis pas convaincu. Alors, certes, de toute façon, son palmarès parle pour lui. Il a donc battu et clairement Rafael dos Anjos et Demian Maia. Donc voilà, il a des belles claires victoires contre des gens qui étaient très bien classés. On peut pas lui enlever. Cela dit, même s'il a dominé Rafael dos Anjos, la manière dont il a dominé Rafael dos Anjos, jamais il sera capable de faire ça contre Woodley. C'est impossible. Les espèces de takedown où grosso modo il arrive et il chope juste la jambe comme ça, mais jamais ça passera contre un mec comme Woodley qui déjà au niveau lutte c'est la stratosphère et en plus ultra dynamique. Et puis déjà tu fais ça, t'as juste une cuisse. Ouais, c'est Jupiter le gars. Quand t'es en clinch contrôlé ou t'es en Woodley en clinch, faut vraiment se lever de bonne heure. En striking, oui c'est ça, moi c'est surtout ça en striking, fait. je trouve que Usman est encore
par rapport à ce qui se fait dans la catégorie rudimentaire. Ouais, tout Donc à fait. je pense que si ça reste debout, il va se faire mais déplanter le cul par parce que Tyron Woodley. c'était compliqué contre comment le guerrier du Val. Emile Mick, voilà. Ça avait Si- été compliqué. Si c'est compliqué contre Emile Mick, Ouais. contre Woodley, tu peux déjà creuser ta tombe. Exactement, Vraiment, ouais. c'est pas essayer de faire des bons mots que de dire ça. On a même l'impression, enfin moi c'est un peu dur ce que je veux dire, mais pour moi Woodley c'est la version complète de Kamaru Usman, dans le sens c'est Kamaru Usman, t'ajoutes le striking et un game plan toujours aux petits oignons. T'ajoutes le game plan aux petits oignons, le striking beaucoup plus poli, l'explosivité et le one punch Ouais, knockout. voilà. Donc ça fait beaucoup en plus quand même. Ouais, donc, normalement, Donc, Usman, normalement, ça devrait quand même le faire. Ouais. Colby, beaucoup plus dur. plus dur, mais Mais il devrait Voilà, pouvoir s'en exactement. sortir aussi, parce que Colby apporte vraiment déjà un gros volume. Exactement. Il a un gros volume, il peut faire mal malgré tout. Ouais. Il a un cardio qui peut tenir synchrone facilement. ce qu'on a vu contre Hardier. Ce qu'on avait contre Hardier. Il est difficile à finir, mine de rien. Et il est très technique, il est très bon en lutte, donc je pense que ce sera beaucoup plus compliqué contre Covington que ça l'est contre Usman. Mais effectivement, il devrait, je pense, gagner aussi. Et après, Et il y a Darren Till. qui revient. Alors la rumeur est-elle La vraie rumeur, ouais. contre Colby on ne sait pas. Ça m'étonnerait que Colby accepte. Après tout ce qu'il vient de nous faire, son caca nerveux. Et puis le fait que Darren Till était censé monter, merde. Tout À un moment donné, faut y aller là. Et donc voilà. Donc je pense aussi que Woodley devrait s'en sortir cette année. Allez, un nouveau champion normalement dominant. Ensuite, on descend dans une catégorie donc lightweight avec un mec qui, ça fait quoi, 2 combats qui défend sa ceinture, il est pas terrible. Donc Khabib Nurmagomedov, c'est quoi seulement 27 victoires 28 je crois maintenant. Avec Non, 27, il était à 26. Ouais, c'est ça, 27. 27. Ok. Donc 27 victoires, il a jamais perdu pour l'instant parce qu'il avait que 27 combats. Donc ouais, le mec n'est pas terrible. Ouais. Normalement, je pense qu'il devrait perdre contre Conor McGregor très bientôt. KO, je pense, au premier round après 2 secondes. Ouais, donc voilà, normalement il s'en sort cette Voilà. année. Oui, easy money sniper parce que après il y a toujours ce spectre du combat contre Tony Ferguson qui devrait être compliqué pour lui. Ouais. Mais c'est vrai que aujourd'hui c'est voilà, chaque fois qu'on lui met un mec, il le broie. Ouais. Il le broie et contre Conor, c'est vrai que maintenant, alors il faudra qu'on refasse vraiment des analyses, qu'on se remette dans le bain, mais je suis un peu dans le même état d'esprit. Je pense que s'il y a une revanche, bon, il fera les ajustements, Conor, il se mettra plus l'emphase sur le striking, il va se ramener avec ses forces à lui. Ouais. Mais maintenant, je pense que maintenant qu'il a vraiment roulé sa bosse, il a la confiance et il sait que Conor n'a plus l'aura. Tout à fait. En tout cas, aux yeux de Khabib, je pense que Conor n'a plus aucune aura d'invincibilité, ni rien du tout, ni de danger, autant qu'il l'avait la première fois peut-être. Donc, si c'est pas Conor, effectivement, il y a Tony Ferguson. Et je pense que Tony Ferguson, maintenant, a plus de chances de battre Khabib. Ouais. Et s'ils font le combat, n'en déplaise à Ali Abdelaziz, qui dit que c'est pas assez de fric, mais bon, à un moment donné, Khabib a d'ailleurs répondu. Il a répondu. Ça dépend de moi, et puis à un moment donné, il faut combattre. Parce que si Bah ouais. il attend juste Conor, ça veut dire qu'il prend sa retraite, ou qu'il attend 1 ou 2 ans. Mais Et alors, donc l'UFC lui retire la c'est ceinture. la fameuse question. Et puis, mais c'est. En fait, on n'a toujours pas plus d'infos sur ça, mais sur le fait que est-ce qu'il veut déjà continuer, en fait, on n'en sait rien. Moi aussi, je pense que oui, mais on n'a pas encore eu de mots de Khabib lui-même en personne qui dit je suis champion, je vais défendre ma ceinture sur au moins 3-4 combats, je vais combattre Khabib, je vais combattre Ferguson, je vais combattre tous ceux qui arrivent, Holloway s'il le faut. On l'a jamais entendu. Tout ce qu'on a entendu dire, c'était du coup il y a quelques temps, je veux battre Conor, la poule aux œufs d'or de l'UFC, et après je m'en vais au soleil couchant. Pour l'instant, ça n'a pas été démenti, donc en fait, moi j'en ai un peu, ça me frustre en fait, Khabib, parce que j'aimerais bien être sûr qu'il va rester déjà. Mais effectivement, s'il reste, mais Holloway, mais je pense que Holloway ce sera plus facile pour Khabib que contre Ferguson. Je pense que Ferguson est la bête noire de Khabib. Ouais. Maintenant en tout cas. Ouais. Hot take. Ouais, moi je pense qu'il va avoir une année somme toute assez tranquille. Bon, il y a quand même des clients, mais voilà. Je pense, pour battre Khabib, faut être au maximum du maximum, espérer que tout passe et que Khabib ne soit pas aussi dominateur au sol. C'est compliqué. Ouais. Compliqué, donc normalement il devrait être champion à la fin de l'année. Voilà. Ouais. J'espère que vous êtes ravis. Ensuite, derrière Khabib, ensuite on descend en featherweight. Max Holloway qui lui a roulé sur Brian Ortega comme rarement on a roulé contre un mec qui était aussi fort, parce que j'ai revu le combat 3 fois quand même. Non mais vraiment. Et en fait, il a roulé sur un Brian Ortega qui était très bon.
Enfin, C'est ça qui est terrible. Parce qu'au 3e round, il le touche. Ouais. Il le touche et à la fin du 3e round, il dit ça y est, maintenant les gars, je finis. C'est terrible parce que Brian Ortega est arrivé vraiment chaud. Ouais. Il était prêt, debout en fait. Debout, ce qui est terrible, c'est que il a fait ce qu'il a toujours fait dans ses combats d'avant. Ouais. C'est juste que ça passe pas contre un Exactement. mec comme Max Holloway. Ouais. Et c'est terrible. Et c'est d'autant plus terrible que je sais pas comment il va approcher cette défaite psychologiquement, sachant qu'il était au top Ouais. et que être au top ne suffit pas contre Holloway. Donc, contre Ortega, effectivement, pour une revanche, il va falloir attendre un petit peu. Ou Il n'y a alors, personne, il n'y a plus personne pour lui. Voilà, alors effectivement, il y en a qui parlent de Zabit Magomed-Sharipov, mais il faut encore qu'il se prouve, les gars. Il faut qu'il combatte Chad Mendes, il faut qu'il combatte. Il va combattre Stevens, c'est bien, mais c'est. Ouais, il faut Stevens, un top contender et ensuite le title. Enfin, au moins 2 combats avant le title shot. Exactement, voilà, il y est pas encore. Il est très bon, Rodriguez. mais il faut se calmer. Il faut confirmer quoi. Hier, Rodriguez, pareil, une super victoire contre Korean Zombie qui était un contender pour le titre, donc très bien, mais il faut encore confirmer aussi. Donc après, qui on a T'as les Moïcano, t'as les José Aldo, Moïcano. qui combattent, donc José Aldo d'ailleurs. Voilà, donc si Intéressant, Moïcano gagne, ouais. je pense que ce sera le prochain. Après, bon, enfin, pareil, moi, personnellement, un Moïcano Holloway, ça ne me fait absolument. Enfin, rien. Ça me fait Et rien. ben c'est plat. Ça me fait rien. Ça ne me fait rien du tout. Moi non plus. Donc, c'est pour ça, déjà pour moi, clair, je pense vraiment que Holloway va monter. Parce que là, même pour lui, je vois. Pour moi, Ortega, c'était vraiment la dernière match qui le faisait, lui, un peu bandé, qui disait, ok, c'est excitant, j'affronte le mec, tout le monde dit c'est le futur, je suis outsider. Voilà, enfin. Bref, il faut que je batte ce mec-là pour prouver que je suis bien un des plus grands featherweight. Ouais. Il a déjà battu, donc il a battu la légende, il a battu tout le monde avant. Il a plus rien à prouver. Et là, voilà, Zabit, pour moi, ce sera en fait, c'est ça. Max Holloway, pour moi, c'est le mec qui peut. Il monte en lightweight et il redescend quand t'as un clair contender pour qu'ils se disent, ok, c'est bon, là, je vais. Genre Zabit en fin d'année 2019. Si Zabit gagne ses 2 prochains combats, tu dis, ok, parce que t'as un contender, t'as un mec. Mais là, il n'y a pas de combat qui fasse sens, à moins que l'UFC se dise, on fait un type John Jones, Anthony Smith pour faire patienter, pour faire un title shot. Ouais. Bah c'est voilà. Bah l'équivalent du coup ce serait Anthony Smith, ce serait Moïcano, c'est un peu horrible à dire mais ce serait ça. Ce serait la chips que tu donnes en attendant le plat de résistance. Mais c'est vrai que voilà, tous les challenges maintenant pour Holloway sont dans la catégorie de dessus. Clairement. Holloway, je sais pas si t'as vu les photos qui sont parues récemment où il est en séminaire avec Woodley. Woodley. Il est plus gros que Woodley. Il est énorme. Il est plus gros que Woodley, Max Holloway. Il est 2 catégories en dessous, donc à un moment donné il va vraiment faut monter mec. Hein. Là ça y est, les navires sont chargés, il faut y aller, hein, comme on dit dans Mission Cléopâtre. Il est vraiment temps et même, voilà, les challenges sont là. Khabib, voilà, tu peux pas faire plus gros challenge que Khabib. Même des mecs. Mais Tony Ferguson. Exactement, même des Poirier. Et McGregor. Putain, moi je veux cette revanche, je la veux absolument. Moi aussi. Parce que c'est triste. Bah oui, j'avoue, je suis fan de McGregor. Qu'est-ce qu'il y a Arrêtez. Donc oui, voilà. Mais McGregor, Holloway, je pense que McGregor perd puisque ce sera en 5 rounds. Ouais. Mais ça fait partie des combats. En fait, j'ai vraiment envie de les voir parce que t'aurais un pour McGregor, ce serait hyper challengeant, et 2 pour Max. Je sais pas ce que je veux dire. Challengeant. Et puis ce serait hyper intéressant pour Max Holloway parce que c'est le genre de victoire qui propulse un mec qui est déjà aujourd'hui qui, malgré tout ce qu'il apporte, le fait qu'il ait des pay-per-view, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Absolument. Et si bat McGregor, donc à la sauce Holloway dans le sens hyper impressionnant, t'as une nouvelle star. Absolument, mais le problème, je pense, c'est que Conor, pour tout, on peut lui donner tous les défauts qu'on veut, il est quand même vraiment intelligent. Tout à fait. Oui. Et jamais il n'acceptera, parce que ça, clairement, si on organise un combat Conor contre Max Holloway, faut que les deux aient la ceinture. Faut que les deux aient la ceinture, parce que sinon, vraiment, ça veut dire aux yeux de tous, on va utiliser Conor pour propulser Max Holloway. Et Conor est beaucoup trop malin pour se laisser avoir à ce jeu-là. Donc je pense pas qu'on reverra un Conor Max Holloway, à mon avis. Mais effectivement, je suis d'accord, si ça arrivait, je pense que Max Holloway le bat. Ouais. Donc ce serait ouf. Mais donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement... le prochain de Conor, ce serait contre qui? Bah visiblement, c'est Khabib. Hein. Je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a l'UFC. Je pense que ce combat-là est beaucoup trop risqué pour l'UFC. En fait, je pense que ce combat est beaucoup trop risqué à faire maintenant. Parce que si tu fais ça maintenant, t'enterres Conor. Ouais, mais de toute façon, sinon il revient pas, visiblement. Si, tu fais. Pour moi, si tu fais soit un combat contre Nate. La trilogie, mais qui a de grosses chances de perdre aussi, hein. C'est ça qui est terrible. Et c'est tout. T'es obligé de faire ça. Je pense que c'est Nate ou rien, dans le sens où Khabib, tu prends un énorme risque qu'il perde une deuxième fois. GSP, je pense que. À part Khabib, je pense que dans la catégorie lightweight, tous les mecs se font broyer, puis ta carrière change, tu vois. Ouais. Conor McGregor, McNuggets, qui doit. Négociation pour affronter Paulie Malignaggi.
En boxe, voilà. Voilà où on en est pour l'Irlandais qui définitivement, et on se posait la question avant le combat contre Khabib, qui semble aujourd'hui préoccupé finalement plus par le porte-monnaie que l'héritage. Parce que en plus, c'est vrai que finalement, ça me décrédibilise complètement. Je viens de dire que c'est un conquérant qui voulait challenge. Et le mec conquérir le bif. Bah ouais, là, visiblement, il va conquérir les lingots parce qu'il a call out Tenshin, ce qui est honteux. Oui. Et en plus, Tenshin lui a parfaitement répondu pas de souci, monsieur Connor, mais bon, il va juste falloir que vous passiez sous la limite des 58 kilos parce que c'est mon poids. Et en kickboxing. Donc c'est la réponse parfaite. En fait, moi, c'est aussi ça. Où est le panache à call out un mec qui vient de se faire prendre un KO en un round? Mais il y en a pas, et c'est ça qui est un peu relou. Si c'est une blague, tu vois, même si c'est du second, même si c'est le mec fait ça parce qu'il veut se marier, c'est pas. En fait, il y a aucun moment c'est drôle parce que si tu call out n'importe quoi, Miocic qui vient de perdre contre Cormier, c'est marrant parce que le mec pèse 60 kilos de plus que toi. Ouais. Voilà. Là, mais c'est ça le problème. Laisse-le tranquille. Il y a le côté laisse-le tranquille, et c'est pour ça que j'ai l'impression, alors évidemment c'est un génie de la communication, il le fait sans doute exprès. D'ailleurs ça fait énormément parler. D'ailleurs ça fait jaser, mais j'ai l'impression qu'il est en train de devenir à moitié fou, Connor, c'est pas possible. Avec ces trucs, tu sais, est-ce que tu l'as vu du coup son tweet contre Firas Zahabi? Oui. Là, je suis entièrement d'accord avec toi là aussi, j'ai trouvé. Après, autre rumeur de l'UFC 236 qui serait un tournoi avec Connor, Khabib, Connor, Khabib, Tony Ferguson et GSP. Si ce début de trash talk signifie qu'il y a un Connor GSP, là tu vois on n'aurait plus du tout le même discours parce qu'effectivement ça ferait partie de son plan. Effectivement. Mais après là, tel quel, dans le sens où on ne sait pas ce qui se passe, il n'y a pas eu d'officialisation de l'UFC de la part d'un combat Connor GSP, c'est vrai que tu te dis c'est un peu gratos d'insulter un mec comme Firas Zahabi qui a juste dit dans son podcast, dans une interview, en tant qu'analyste que Max Holloway, McGregor, ce sera un peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui on sait quel est le jeu de McGregor, il n'a insulté personne et je pense que tout le monde est d'accord avec ce que Zahabi a dit. Bah ouais, c'est juste que voilà, les combattants, et c'est normal, sont assez sensibles par rapport à leur performance. Et du coup, Connor est parti complètement en vrille en disant mais toi t'es qui? Toi tu loues des putains de dortoirs pour vivre, et tu donnes des conseils aux autres, donc arrête un petit peu. En l'appelant kid, bon s'il te plaît, c'est Firas Zahabi, c'est Firas Zahabi, et puis ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup ton entraîneur à toi, c'est quoi à tes yeux? En John Kavanagh, c'est quoi de plus que Firas Zahabi? Donc le mec est parti complètement en vrille. Ouais. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il est en train de devenir fou. C'est sûrement contrôlé, sûrement de la com, mais il fait un peu peur. Et pour l'instant, c'est ça. Comme on n'a pas les infos sur son prochain combat, là pour l'instant, ça fait n'importe quoi. Ça fait n'importe quoi. C'est vrai que il y a le gros poster Connor GSP, on se dit Et en plus, l'info vient de MMA Daghestan, les fameux. On sait pas où est-ce qu'ils vont choper leurs infos, les mecs. C'est peut-être vous, les gars. Peut-être que c'est vous. Voilà, vieux. Voilà. Mais ils les ont à chaque fois, j'ai l'impression. Donc, dès que ça concerne Khabib, ils les ont. Ouais. Affaire à suivre, en tout cas. Ensuite, si on descend de catégorie Bantamweight, donc champion TJ Dillashaw qui va bientôt, donc rendez-vous lundi pour la preview de l'UFC Brooklyn. Donc oui, pour moi, il reste champion jusqu'à la fin de l'année. Et je pense, avec John Jones, c'est celui qui est le plus tranquille. Ouais, je pense aussi. Parce que c'est vrai que les très 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 gros sont plus là. Ouais. Cody Garbrandt a été battu 2 fois. Ouais. Dominic Cruz est blessé depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Il n'y a plus grand monde. Grand monde. Certes, il y a Moraes, certes, il y a Asuncao, mais il s'est déjà tapé. Enfin, Asuncao, il avait été battu, il avait pris sa revanche assez nette, victoire à l'UFC 200. Et puis Asuncao, on sait qu'il n'aura jamais le title shot. Qui combat d'ailleurs Marlon Moraes. Donc le but, c'est un peu de hyper Moraes, qui serait donc le prochain pour title shot. Et là, nous sommes d'accord. Bah, normalement, là, c'est TJ quand même. On adore Moraes, et Polydomso serait le premier à vous le vendre vraiment en long, en large et en travers. Même hors solde. Ouais. Mais bon, c'est TJ Dillashaw, c'est pas n'importe qui, et il est bien au-dessus, je pense, pour que sa victoire soit relativement tranquille. Allez, hop là, easy peasy. Et puis même Jimmy Rivera aussi, pour moi, petite classe d'écart. Ouais, petite classe d'écart. Bon, donc tranquille TJ. Ensuite, nous avons Henry Cejudo
qui lui va être au chômage en fait. Non mais Cerudo, voilà, il y a le title shot contre TJ Dillashaw, soit il perd sa ceinture et l'UFC vraisemblablement ferme la catégorie, soit il gagne et l'UFC ferme la catégorie. Non mais pour lui c'est un peu compliqué parce que personnellement par contre je pense que s'il y a toujours les flyweight, il perd pas sa ceinture, mais je pense que l'UFC va juste fermer le biz. Ouais, il y a moyen. Là, ils ne l'ont pas dit, ils n'ont pas fait d'annonce officielle, mais ce sont les bruits qui courent dans tous les vestiaires aux quatre coins des States. Surtout laisser partir. Déjà, quand tu laisses partir Demetrius Johnson, où tu avais enfin l'occasion de faire un combat flyweight qui allait rapporter de la thune. Exactement. Tu laisses partir ton champion le plus dominant, certes déchu, mais qui allait te proposer quelque chose d'intéressant, t'envoies pas les bons signaux. Non, t'envoies le signal que tu mets juste la tête sous l'eau, quoi. Donc de toute façon, ça a l'air d'être clair. Les flyweight ne leur ont jamais rapporté de fric, mais aussi parce qu'ils n'ont jamais promis les flyweight. C'est vraiment une histoire de désamour pendant tout le temps où ça a été. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on peut dire non, on va pas dire adieu Cerudo, adieu la catégorie, mais je pense que effectivement, si Cerudo perd, voilà, le navire est parti vers des horizons lointains. Ouais. Et nous sommes désolés pour un de nos abonnés qui n'avait pas manqué de commenter qu'on passait trop de temps à parler des femmes. Des femmes, oui, c'est vrai. Oh là là. On recitera pas le commentaire. Ouais, mais c'était magique. Moi, c'était sublime. C'était pas très gentil. Non, c'est pas très Charlie. Mais... Non, c'était non. Bon, alors donc honneur aux femmes, on termine par elles. Alors d'abord catégorie featherweight, qui a une nouvelle championne, Champ Amanda Nunes, qui a terminé Chris Cyborg en 51 secondes. Va-t-elle conserver sa ceinture ? Eh bien moi je dis non, car il y aura une revanche contre Chris Cyborg. Cyborg sera discipliné et l'emportera tranquille. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense que Cyborg aura fait les ajustements sans problème. Surtout que là, c'est pas des gros ajustements. On demande juste d'être une combattante championne et qui s'entraîne et qui est invaincue depuis 13 ans. Ouais. Non mais tu vois, mais carrément. Elle a fait n'importe quoi sur son combat. La victoire est belle d'Amanda Nunes. Complètement. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où Chris Cyborg a été touché, on n'attend pas de quelqu'un qui ait fait des combats en Muay Thai précédemment contre les meilleurs au monde, qui se part avec Clarissa Shields, de faire n'importe quoi. Ouais, de commencer à mettre des patates de maçon un samedi soir. Non, c'est clair. Et donc, effectivement, vraiment, j'en reste persuadé. Il y a eu cet effet surprise. Oui, tout à fait. Pour Chris Cyborg. Et à mon avis, en plus, vu comment elle a pris la défaite, je pense que ça a l'air d'être un bienfait autant que. Ouais. Donc, elle aurait pas pu la prendre mieux, cette défaite. Vraiment, j'adore la manière dont elle a pris ce revers. La vidéo qu'elle a sur YouTube, super. Vraiment. Donc, tous les signaux pointent vers Chris Cyborg, limite. Et comme disait Anderson Silva, quand il a perdu la ceinture, t'es délesté d'une pression, en fait. Et une Chris Cyborg qui est délestée d'une pression, qui sait exactement ce face à quoi elle s'engage. Ouais. Je pense vraiment que lors de la revanche, elle peut démolir Nunes. Ouais. Donc, en revanche, je sais pas s'il y aura une revanche en featherweight. Non, elle peut pas descendre. Non, pas descendre, mais je vois mal Nunes défendre la ceinture featherweight, je sais pas pourquoi. Ah oui, faudrait quand même. En fait, moi je trouve ça aussi, c'est un peu comme ce que DC a fait à Miocic. Je trouve ça hyper dur de quand tu bats le champion dans sa catégorie, qu'ensuite tu dis écoute mec, je vais combattre Derrick Lewis. C'est horrible parce que certes, ça fait de l'argent au début pour les deux. Le gars et le champion est aussi content parce qu'il y a un champion et le champion, ça fait de l'argent. Mais tu lui dois au moins ça dans le sens où le gars perd sa ceinture et puis tu peux. C'est hyper dur pour un mec d'être battu et de se dire je pourrais jamais avoir droit à ma revanche. Ouais, complètement. Et surtout Nunes qui commence à dire faut 2 ans. Non, arrête de faire ça. Elle m'énerve un peu, Nunes. Elle m'énerve de manière générale dans sa com, mais là elle m'énerve particulièrement quand il y a quelque chose comme ça. Je vois pas l'intérêt. Ça fait un petit peu princesse. Ouais, ça fait princesse. C'est une attitude bizarre de sa part aussi, je trouve, par rapport à ce qu'elle disait auparavant. C'est bizarre, et puis vraiment là, niveau com, en termes de d'étendre un peu ta marque, la marque Amanda Nunes, c'est vraiment personne ne veut entendre ça. Mais clairement. Là, ce qu'on veut entendre de la part d'une championne qui est maintenant une champ comme Nunes, c'est je suis prête pour tous les challenges, je lui donne sa revanche si elle veut, ce qu'avait fait Rose Namajunas. Je lui donne sa revanche si elle veut, c'est moi la meilleure, il n'y a pas de problème, je combats tout le monde quand il veut, quand ils veulent, où ils veulent. C'est ce qui a fait le succès de Conor McGregor. Mais non, elle commence à dire qu'il lui faut 2 ans, qu'elle n'a pas envie de donner une revanche, qu'elle la mérite pas, que Voilà, on veut pas entendre ça. Personne ne veut entendre ça. Exactement, ça la dessert, je pense.
Eh bien, après le dessert, place au plat principal. Avec les bantamweight, donc championne Amanda Nunes toujours. Là, par contre, je pense qu'elle garde sa ceinture jusqu'à fin 2019. Quoique. Tu vois qui? J'avais oublié notre cher. Là, j'étais là, tu sais, on m'en avait parlé précédemment. Holly Holm. Oh, Ouais. Holly Holm. Ouais. Amanda Nunes. Je pense que Holly Holm peut faire quelque chose d'intéressant. Parce que effectivement, stylistiquement, Holly Holm est probablement la kryptonite pour Amanda Nunes. Clairement, ouais. Et je pense en plus qu'elle peut prendre aussi les coups, pas facilement, tu vois, mais... Ouais, en tout cas, elle va mieux les gérer, parce que c'est ce qu'elle fait de mieux, en fait. Ouais, et c'est un peu ancienne championne du monde de boxe anglaise. Ouais, de kickboxing aussi. Voilà. Donc, et puis on l'a vu, de toute façon, ces combats parlent pour elle. Ce qu'elle préfère dans la vie, c'est quand on avance et qu'on essaie de charger vers elle, enfin tout sabre dehors. Exactement. Donc ouais, effectivement, ce sera plutôt tranquille. Exactement. Ah, il y a la régie qui est ici. la régie est là, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, on descend en flyweight avec Valentina Shevchenko. Là, pour moi, tranquille de chez tranquille, puisque la plus grosse finalement, le plus gros adversaire potentiel, adversaire, c'était Joanna Jedrzejczyk qu'elle a géré tranquille. Ouais, vraiment tranquille. Ouais. Enfin, c'était une domination sans bavure, propre net sans bavure. Je pense que ce sera la même domination si on refait une revanche. Donc, il y en a qui parlent de revanche, je vois vraiment pas l'intérêt. Ouais. Donc voilà, Shevchenko, je pense qu'elle est partie déjà parce qu'il n'y a personne dans le KT, mais pour rouler sur tout le monde très longtemps sans problème. Okay. Donc elle, je pense que c'est vraiment... Après, ils feront peut-être un chum-chum où en gros elle monte. Mais mais arrêtons avec le chum-chum. Calmez-vous. Et ensuite... la petite dernière, Rose Namajunas, qui est la nouvelle superstar de l'UFC après ses 2 victoires contre Joanna Jedrzejczyk, surtout la première en novembre lors de l'UFC 217 qui avait choqué la planète, novembre 2017. Ah ouais, nos tympans s'en souviennent. Et oui, c'était la folie. Tag Rose. Et bref, et donc là, va-t-elle finir championne en 2019, garder son statut de championne? Je ne pense pas, malheureusement. À commencer par sa première défense de ceinture contre Jessica Andrade. Ouais. À l'UFC 237 au Brésil. Ouais, ça va être tendu. Andrade, qui est vraiment, elle est super solide. Ouais. Et au-delà du fait qu'Andrade est très solide et qu'elle peut vraiment proposer des difficultés à Rose, c'est clair. En fait, j'adore Rose, mais j'ai un sentiment, j'ai cette impression qu'elle va pas être constante ou vraiment qu'elle va pas garder le même niveau pendant longtemps. C'est très étrange. C'est la manière dont elle parle de ses combats, la manière dont elle approche sa carrière. J'ai vraiment pas un sentiment qu'elle est là pour rester. Elle le dit, c'est clair. Ouais. Donc je sais plus trop quoi penser de Tug Rose. J'ai envie de voir du coup sa première défense contre quelqu'un d'autre que ces fameux combats contre Jedrzejczyk. Surtout qu'avant ces combats-là, c'était pas une assurance, tu vois, qualité, assurance. Exactement. C'était pas une destruction à chaque combat. C'était, on savait pas trop. Elle en avait perdu. C'était à chaque fois, c'était un peu serré. Donc voilà, elle a vraiment, elle est battable. On le sait, on l'a déjà vu. Et donc elle est battable par pas mal de monde en fait. Exactement. Et c'est ça qui fait un peu peur. Donc par Andrade, forcément. Voilà. Affaire à suivre, voilà. Vous êtes d'accord? Ouais. D'accord, allez, à la prochaine. Soit.